Bonsoir. En cette soirée d'Halloween, j'avais envie de m'essayer à un format un petit peu spécial. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un personnage aussi effrayant qu'incontournable dans notre folklore théâtral, le fantôme de l'opéra. En effet, la nouvelle de Gaston Leroux, écrite en 1920 et adaptée en plusieurs films, courts-métrages et comédies musicales, est bien tirée d'une histoire vraie. Cela implique un incendie meurtrier, des souterrains inondés et un pianiste en deuil. Éteignez vos lumières si vous l'osez et suivez-moi dans cette aventure rocambolesque qui a secoué le tout Paris du 19e siècle. Plaçons d'abord le décor et le contexte. Nous sommes en 1873 et Paris est en plein travaux. En effet, un énorme chantier accueille le prochain grand opéra national dirigé par Charles Garnier. Mais la guerre contre les Prussiens oblige Napoléon III à arrêter le chantier. Les représentations se font dans d'autres grandes salles parisiennes, dont l'Opéra Le Pelletier, situé 12 rue Le Pelletier, dans le 9e arrondissement. C'est à cette adresse que commence la légende du fantôme de l'opéra. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1873, un énorme incendie ravage l'Opéra Le Pelletier pendant près de 24 heures. Tout est ravagé, de la salle aux machineries, et on déplore malheureusement un mort, le caporal des pompiers, un certain Bellet. Un seul mort ? C'est pas ce que la légende raconte. En effet, ce soir-là, Ernest, un pianiste de l'Opéra Le Pelletier, répète avec sa future fiancée, une jeune ballerine. Sûrement une répétition au clair de lune avant la représentation de la jeune femme. Cette dernière ne survivra pas aux flammes et son fiancé sera brûlé sur la moitié de son visage. Déboussolé et en deuil, notre pauvre Ernest se réfugie là où tous les parias de Paris se retrouvent la nuit, les souterrains de Paris qui mènent notamment au chantier du futur opéra Garnier. L'histoire aurait pu s'arrêter là, avec notre pauvre Ernest qui tente de refaire sa vie. L'histoire en a décidé autrement. L'incendie poussa Napoléon III à reprendre le chantier pour l'Opéra Garnier afin qu'on l'inaugure 2 ans plus tard, en 1875. Riche de l'expérience tragique de l'Opéra Le Pelletier, Napoléon III demande à ce qu'on construise un énorme lac artificiel sous l'Opéra Garnier pour protéger des incendies. Vous l'aurez compris, Ernest se serait réfugié loin des regards indiscrets près de ce lac artificiel. Pleurant sa bien-aimée décédée, il tente de continuer le piano ou l'orgue, selon les versions. On peut supposer qu'il ressasse incessamment la perte de sa bien-aimée et les événements tragiques jusqu'à la folie. Les premières années à l'Opéra Garnier se passent bien. La salle, notamment peinte par Chagall, est absolument magnifique, les spectacles grandioses et ravivent la population bourgeoise de tout Paris. Mais pas pour longtemps. Nous sommes le 20 mai 1896 et on joue Faust de Gounod à l'opéra ce soir. Les premiers instants se passent bien. La salle est éclairée par un immense lustre en cristal qui illumine toute la salle juste au-dessus des spectateurs et des spectatrices. C'est lourd un lustre, surtout quand un contrepoids se décroche. Dans sa chute, le lustre aura fait une victime, une spectatrice, qui, selon la légende, était assise à la place numéro 13. Entre ça et Faust, moi je trouve que ça fait beaucoup. Cela aurait pu être un banal, quoique tragique, accident. Mais ce n'est pas le dernier incident que vont subir les équipes de l'Opéra Garnier. En effet, certaines danseuses et choristes déclarent avoir vu un homme portant une cape et un masque cachant la moitié de son visage rôder dans les coulisses. Serait-ce notre bon vieux Ernest qui, fou de rage, aurait commencé une forme de vengeance ? Les directeurs de l'opéra commencent un peu à flipper, surtout depuis qu'ils reçoivent des lettres de menaces d'un certain fantôme de l'opéra. Il indique que si les directeurs de l'opéra ne le payent pas 20 000 francs par mois et qu'ils ne lui réservent pas la loge numéro 5 tout en la laissant vide, il continuera de sévir. Certains y vont de leur petit avis, mais ne prêtent pas vraiment d'importance à ces lettres. Mais ils vont vite retourner leur veste lorsque quelques jours plus tard, on retrouve un machiniste qui se serait pendu. Ça, c'est la version de la police. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas la corde et qu'il y a des traces de lutte.
Et surtout, le fantôme en parle dans ses prochaines lettres. À partir de ce moment-là, les directeurs de l'opéra n'hésitent plus, le fantôme sera payé 20 000 francs par mois et il lui sera réservé la loge numéro 5, qui est d'ailleurs toujours visible aujourd'hui à l'opéra. Personnellement, si la billetterie me propose cette loge, je suis pas tranquille. Mais les menaces se calment tant que les directeurs respectent les exigences de notre petit fantôme. Il y a évidemment quelques doutes parmi les équipes. C'est sûrement une légende, rien de bien grave. Sauf que parmi eux, une soprano, Christina Nilsson, affirme avoir entendu plusieurs fois une voix mélodieuse l'appeler. Elle le surnomme d'ailleurs l'ange de la musique, car il l'aiderait à répéter ses chants. Elle le décrit comme un homme au visage masqué et portant une cape. Ernest aurait donc installé une salle de musique en plein milieu du lac artificiel de l'opéra. Toute cette histoire ne pourrait être qu'une légende couplée d'anecdotes et d'événements tragiques, je vous l'accorde. Ernest n'a peut-être jamais existé, et s'il a existé, il serait mort à l'heure qu'il est. Donc tout va bien. Vous savez que c'est pas fini. Comme vous le savez, l'histoire a été beaucoup remaniée, réadaptée, jusqu'à une comédie musicale de Broadway, écrite par Andrew Lloyd Webber en 1986. La comédie musicale a eu un succès fou partout dans le monde, et aussi son lot de mystères. Dans l'histoire des représentations de cette comédie musicale, on note des fractures, des entorses, des lustres qui se décrochent, et des décors qui tombent mystérieusement en panne. Les comédiens et comédiennes commençaient à croire que la pièce était réellement maudite et que le fantôme les punissait d'avoir transformé son histoire tragique en un mélodrame romantique. Je vais vous laisser avec cette dernière anecdote qui vous fera un petit peu réfléchir sur la véracité de toute cette histoire. En 2016, la troupe américaine allait enfin se produire à Paris au théâtre Mogador. Tout était prêt, les répétitions avaient déjà commencé, la première était annoncée et elle était d'ailleurs presque complète. Quand un inexplicable incendie survenu le 25 septembre brûla les décors, les costumes et une partie de la scène du théâtre Mogador, heureusement sans faire de victimes. Le théâtre Mogador, aujourd'hui réhabilité, se situe dans le 9e arrondissement de Paris, à 800 mètres du 12 rue Le Pelletier, là où tout a commencé. À croire que le fantôme de l'opéra sévit toujours et est revenu à ses origines. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de refaire un petit peu des épisodes qui suivent comme ça le calendrier avec des ambiances un petit peu particulières. D'ailleurs, dites-moi si l'ambiance vous plaît, c'est la première fois que je gère des lumières aussi grosses. J'espère que ça le fera. Peut-être que je le referai de temps en temps, dites-moi. J'aime bien, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Partagez la vidéo si ça vous a plu, c'est hyper important. Commentez si ça vous a plu aussi. Le mois prochain, il n'y aura qu'une seule vidéo, parce que je considère que j'ai fait 3 vidéos ce mois d'octobre, donc je vous ai un peu gâté. Donc il me faut un petit peu ralentir le rythme pour le mois prochain. Je vous souhaite une soirée aussi effrayante que possible. Ciao!